Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une vidéo concernant la transfusion dans le cadre de l'UE 4.4, semestre 4. Tout d'abord, pour rappel, chez un homme de 70 kg, il y a environ 5 litres de sang. Le sang contient les hématies. Elles représentent 40 à 45% de l'ensemble des cellules sanguines. L'O2 se fixe sur les hématies. Le transport des gaz dans le sang sert à la réoxygénation de la cellule, c'est-à-dire la respiration cellulaire. Le sang contient aussi le plasma qui est composé d'eau, de protéines de défense, de facteurs de coagulation, du fibrinogène, de facteurs d'inhibition permettant justement la fibrinolyse, de facteurs de l'inflammation, de glucose, de corps cétonique, de vitamines, de déchets du métabolisme, d'hormones, etc. Donc dans le sang, on a aussi les leucocytes qui sont les globules blancs. Donc parmi ces leucocytes, on a les lymphocytes B qui sont à l'origine des anticorps ou des immunoglobulines. Et on a aussi les lymphocytes T qui sont les cellules de la défense immunitaire. La défense immunitaire acquise est spécifique. Elle reconnaît les agresseurs grâce à leur antigène. Les thrombocytes, c'est-à-dire les plaquettes sanguines, jouent un rôle majeur dans l'hémostase primaire. La coagulation est un système complexe qui évite l'hémorragie interne ou externe due à des traumatismes. Donc, en cas d'hémorragie, plusieurs mécanismes interviennent. On a la vasoconstriction des petits vaisseaux, l'hémostase primaire, c'est-à-dire l'adhésion des plaquettes à la paroi vasculaire lésée, et l'hémostase secondaire qui, elle, va activer des facteurs de la coagulation pour aboutir à la formation du thrombus. La coagulation est un phénomène régulé par la fibrinolyse qui diminue la taille des thrombus, les détruit, reforme l'endothélium vasculaire, puis rétablit la circulation sanguine. Donc, pour rappel, c'est la moelle osseuse qui est le tissu myéloïde, c'est-à-dire qui va produire les cellules sanguines. Donc, voyons maintenant les groupes sanguins. Tout d'abord, il faut savoir que ce sont les antigènes présents à la surface des érythrocytes, c'est-à-dire les hématies, qui déterminent le groupe sanguin d'un individu. Les antigènes A et B déterminent le groupe dans le système ABO. Il existe au moins 15 autres systèmes, dont le système Rhesus. Donc, le groupe A possède l'antigène A, le groupe B possède l'antigène B, le groupe AB possède les deux antigènes, le groupe O ne possède aucun des deux antigènes. Donc, l'organisme possède aussi des anticorps, ou c'est ce qu'on appelle les agglutinines, qui sont dirigés contre l'antigène qui ne lui correspond pas, qui va l'empêcher ainsi d'accepter un sang différent du sien, c'est-à-dire un sang ayant des antigènes différents. Donc, en clair, un sang A ne peut ainsi pas être transfusé à une personne de groupe B ou vice-versa sous peine d'agglutination ou agrégation et lyse des hématies. Donc, seul le groupe AB peut recevoir tout type de sang. C'est ce qu'on appelle un receveur universel, car il ne fabrique pas d'anticorps anti-A ni d'anticorps anti-B. Par contre, quant au groupe O, il peut être transfusé à quiconque. C'est ce qu'on appelle un donneur universel, car lui, il ne possède pas d'antigène à la surface des hématies. Alors, voyons maintenant ce que c'est que la transfusion. Donc, la transfusion consiste en la perfusion dans une veine d'un receveur d'un produit dérivé du sang, préalablement prélevé chez un ou plusieurs donneurs. Alors, pourquoi transfuser? Donc, la transfusion peut s'avérer nécessaire pour compenser une quantité trop faible de globules rouges lorsqu'on est face, par exemple, à une hémorragie ou une anémie. On peut transfuser aussi des plaquettes ou alors du plasma, c'est ce qu'on appelle facteur de coagulation lorsqu'il y a un problème de coagulation. Il existe un produit spécifique adapté à chacun des besoins.
Alors, comme j'ai pu vous le dire, les composants sanguins, appelés aussi produits sanguins labiles, sont les concentrés érythrocytaires, c'est-à-dire les globules rouges, le plasma frais congelé et les plaquettes. Donc, ces produits proviennent du don de sang de donneurs volontaires et bénévoles. Alors, pour mieux comprendre la transfusion et surtout comprendre l'intérêt des produits labiles sanguins que nous transfusons, nous allons nous intéresser de plus près à chacun de ces produits. Alors, tout d'abord, les globules rouges. Alors, les globules rouges ont pour fonction le transport de l'oxygène vers les tissus. Leur fonction est nécessaire en cas d'anémie importante ou de signes de mauvaise tolérance de l'anémie. Ils ont pour but aussi d'éviter des complications, notamment cardiaques. Maintenant, le plasma. Le plasma frais congelé contient les facteurs permettant la coagulation du sang. Donc, leur transfusion est nécessaire lorsque le taux de ces facteurs dans le sang est trop bas. Ils permettent de prévenir une hémorragie ou de faciliter son arrêt. Et enfin, les plaquettes qui sont indispensables à la formation d'un caillot. Elles sont transfusées si leur nombre est très insuffisant. Elles permettent de prévenir une hémorragie ou en favoriser l'arrêt. Donc voilà, même si la transfusion va contribuer à améliorer l'état de santé du patient et que c'est un soin qui est fait sous prescription médicale, en tant qu'infirmière, nous devons quand même être capables d'analyser les bénéfices et risques de ce soin. Il faut que les bénéfices attendus pour la santé du patient soient supérieurs aux risques encourus pour sa santé. Alors il faut savoir que de nombreuses précautions sont prises pour limiter les risques, que ce soit au niveau de l'établissement de transfusion qui assure le prélèvement des donneurs de sang ou au niveau de la banque de sang qui réalise les analyses pré-transfusionnelles. Donc chaque don est rigoureusement contrôlé. Il répond à des normes strictes de sécurité et de qualité qui concernent tant la sélection des donneurs que la réalisation de tests de dépistage des maladies virales telles que l'hépatite B, l'hépatite C, le sida, etc. Il faut savoir aussi que l'utilisation des différents produits de transfusion est limitée au strict nécessaire. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la pratique. Donc, en tant qu'infirmier ou infirmière, nous devons, avant de commander le culot globulaire, informer le patient ou son représentant légal que son état de santé nécessite une transfusion. Donc, je m'assure d'obtenir le consentement écrit, de poser la voix d'abord, et je m'assure aussi qu'il y aura un médecin dans le service lorsque j'effectuerai la transfusion. Donc lorsque je réceptionne le culot globulaire prescrit pour le patient, je m'assure que le transport s'est effectué dans les normes, c'est-à-dire dans un sac isotherme à 6 degrés. Ensuite, j'observe si l'intégrité de celui-ci et que son aspect soit normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agrégat, pas de fuite et qu'il ne soit pas périmé, donc je vérifie la date et l'heure de péremption. Ensuite, je vérifie ma prescription médicale. Donc, je regarde si le produit que j'ai reçu correspond bien à la prescription médicale que le médecin a fait pour le patient. Après, je vérifie la concordance, c'est-à-dire que l'identité du patient, le nom et prénom et date de naissance doit correspondre. Donc, attention, lorsque la personne est mariée, on vérifie aussi le nom d'épouse. Ensuite, je vérifie la conformité des documents, c'est-à-dire parmi les documents, je dois avoir 2 fiches de délivrance, une carte de groupe sanguin où je dois avoir le même groupe sanguin, le même nom et prénom, la même date de naissance et je dois avoir aussi le nom d'épouse le nom d'épouse ou d'époux si la personne est mariée et je dois avoir aussi sur cette carte de groupe sanguin 2 déterminations faites dans le même laboratoire à 2 moments différents et qu'il y ait la signature du biologiste. Parmi ces documents, je dois aussi avoir les rails, c'est-à-dire une recherche d'anticorps irréguliers, qui doivent être de moins de 72 heures, c'est-à-dire moins de 3 jours par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire le jour J de transfusion.
Je vérifie donc l'identité sur ce document. Je vérifie aussi que les résultats soient négatifs, ce qui me permettra de transfuser. Ensuite, je vérifie si j'ai bien reçu du sang phénotypé ou pas par rapport à la prescription. Donc, si le sang est phénotypé, je vérifie les phénotypes sur la poche, la carte de groupe sanguin et sur les 2 fiches de délivrance, parce qu'ils doivent être les mêmes. Alors, pourquoi je vérifie si voilà, le sang phénotypé correspond bien au produit que j'ai reçu? Parce que le phénotype sur la carte de groupe sanguin correspond aux antigènes que le ou la patiente a déjà. Donc, je m'assure de ne pas lui apporter d'éventuels nouveaux antigènes via le produit que je vais lui transfuser, sinon ça sera catastrophique. Donc, après cette vérification à l'arrivée du culot, j'ai maximum 6 heures pour effectuer la transfusion. Donc, si ce n'est pas tout de suite, je m'assure de conserver le produit, c'est-à-dire les produits sanguins labiles, à 6 degrés. Alors maintenant, pour aller transfuser, je prépare mon matériel. Donc, je prends avec moi le culot. Je prends un kit de CUPT, c'est-à-dire le contrôle ultime pré-transfusionnel, avec une date valable et que le kit soit intègre. Je prends avec moi une tubulure non périmée et qui soit spécifique à la transfusion, car il y a un filtre qui permet d'éviter de casser les globules rouges à leur passage et qui va empêcher le passage d'éventuels agrégats qu'on n'aurait pas vu au début. Alors, je prends aussi avec moi le dossier transfusionnel où il y aura les documents du patient. Je prends avec moi la fiche de surveillance et les étiquettes du patient. On s'assure vraiment de tout ramener avec nous car on ne quittera pas de l'œil le patient pendant les premières minutes de transfusion pour la surveillance. Donc maintenant, passons au contrôle ultime pré-transfusionnel qui reste un verrou de sécurité qui nous permet vraiment d'écarter tous les dangers de non-compatibilité malgré les précautions qu'a pu prendre l'établissement qui nous a transmis le produit sanguin labile et nos vérifications à nous. Cette étape reste vraiment très importante. Donc je vous donne un exemple. Admettons qu'on a effectué un contrôle ultime pré-transfusionnel et qu'on observe côté patient, sur la première cupule, c'est-à-dire dans les anticorps anti-A, donc on observe un résultat colorimétrique positif. Ça veut dire qu'il y a une agglutination, ce qui signifie que les anticorps anti-A ont reconnu les antigènes A à la surface des hématies. Par contre, chez donc la deuxième cupule côté patient, si on observe un résultat colorimétrique négatif, donc pas d'agglutination, c'est-à-dire que les anticorps anti-B n'ont pas reconnu les antigènes B à la surface des hématies, ce qui signifie que le patient a des antigènes A à la surface des hématies, mais pas d'antigène B. Donc le patient est de quel groupe? Il est de groupe A. Pareil côté poche. Donc, si on observe un résultat colorimétrique positif, donc agglutination, c'est-à-dire que les anticorps anti-A ont reconnu les antigènes A à la surface des hématies. Donc, sur la deuxième cupule, si on observe un résultat colorimétrique négatif, donc pas d'agglutination, c'est-à-dire que les anticorps anti-B n'ont pas reconnu les antigènes B à la surface des hématies, ça veut dire que la poche, elle est de quel groupe? Elle est de groupe A. Donc, d'après la compatibilité, on peut transfuser puisque nous savons que les personnes de groupe A peuvent donner leur sang aux personnes de groupe A. Donc, je transfuse, mais je m'assure quand même qu'il y ait un médecin dans le service et que le chariot d'urgence n'est pas très loin, car malgré toutes les sécurités les précautions que j'ai pu prendre,
Je ne suis pas à l'abri d'avoir des effets secondaires auxquels je ne m'attendais pas. Donc, voilà, je contrôle les paramètres vitaux, la tension, le pouls et la température, mais surtout, je ne m'arrête pas à ça. J'observe l'état du patient, je lui pose des questions pour savoir si elle ne ressent pas d'effet particulier. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de simplifier au maximum pour que ça soit compréhensible par tous. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et puis, je vous dis à bientôt.